Il y a plein d'histoires à suivre pour cette saison 2024. On a rarement eu une saison avec autant d'inconnus avant son lancement, que ce soit au niveau des pilotes, des équipes ou même des teams principaux. Je vous propose de voir aujourd'hui les 3 histoires qui me paraissent les plus intéressantes à suivre cette saison. Et puis à la fin, je vous en donnerai plein d'autres en vrac qui sont tout aussi intéressantes. Si je vous dis que Red Bull sera pas la seule équipe à gagner en 2024, vous me croyez ou pas? Non. Enfin, j'aimerais bien te croire, hein, mais j'y crois difficilement. Bon, en vrai, il y a des bonnes raisons d'y croire. En fait, je parle de la déclaration de Pierre Vacher, le directeur technique de Red Bull. Parce qu'il a dit un truc assez intéressant. Pour lui, Red Bull a dominé 2023, certes, mais la voiture avait plein de faiblesses. Comment ça, des faiblesses? Enfin oui, ils n'ont pas gagné toutes les courses. Effectivement, ils ont raté une course. Il y avait des faiblesses sur la voiture, ouais. Oui, non mais attends, la voiture était bonne. Très bonne, oui. Mais il y avait pas mal de zones de développement. Et si la voiture elle a bien marché, c'est surtout que les autres se sont ratés en fait. Bon, ok d'accord, il a peut-être pas tant tort que ça. N'empêche que bon, il y avait eux, puis il y avait quand même un gros paquet de voitures. Et ça veut dire qu'il insinue que... Enfin, il insinue, il dit que toutes les voitures ont raté leur développement. C'est un peu gros là quand même, non? Je vois que McLaren a fait un immense bond, enfin pas au point de recoller non plus à Red Bull, mais ils ont quand même réduit un gap qui paraissait impossible en début d'année. Hein. Donc en vrai, si les autres ils ratent pas leur voiture, ils peuvent peut-être recoller. Et justement, on a entendu et vu des choses très intéressantes au reveal des monoplaces. On peut commencer par Mercedes, hein. James Allison, il a déclaré simplement que la W15, elle a normalement réglé les problèmes de la W14. Ça c'est pas une bonne nouvelle ça? Déjà le fait que James Allison soit de retour, je pense que tous les fans de Mercedes sont ultra heureux de ça, mais normalement, plus de problèmes de train arrière. Et ça veut dire quoi? Concrètement, la voiture devrait plus glisser en entrée et en sortie de virage, et elle sera beaucoup plus prévisible pour les pilotes. Et ça c'est important si tu veux que tes pilotes ils aillent au maximum à chaque tour. Oh, donc ils sont confiants pour revenir se battre avec Red Bull. On va dire qu'ils restent plutôt prudents, hein. Ah d'accord, tout ça pour ça. Non mais tu vas voir, ce sont les seuls. Parce que c'est surtout Toto Wolff qui est très prudent. Pour lui, il n'existe pas de miracle dans ce sport. Donc faut rester assez humble et se dire qu'il y a quand même une équipe qui depuis 2 ans domine le sport. Donc c'est un peu ambitieux de se dire en un hiver on va les rattraper. Non, pour lui ce qui est important c'est de rester au contact de Ferrari, McLaren et Aston Martin. Et dans un deuxième temps, aller chercher Red Bull. Par contre, du côté de chez Ferrari, on se veut bien plus optimiste. Hein. Mais alors vraiment, Vasseur il a été très clair. En 2024, Ferrari ça veut gagner. Et pas qu'une seule course. D'après ce qu'ils ont vu en interne, ils ont réglé les problèmes de maniabilité et de gestion des gommes. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ah oui, donc plutôt optimiste, clairement. Et c'est la même mentalité qu'on retrouve chez Aston Martin. Eux, ils sont pas venus pour jouer les places d'honneur une deuxième fois. Hein. Là, ce qu'ils veulent, c'est aller gagner aussi. On est sur une évolution forte de la voiture de l'an dernier, même si quasiment toutes les pièces ont été changées. Alors c'est intéressant parce qu'on en avait parlé dans la vidéo qui traitait d'Aston Martin sur pourquoi ils ont échoué leur développement l'an dernier, qu'ils ont pu en fait utiliser la fin de saison pour développer des pièces et tester des concepts pour la saison 2025. Donc clairement ils ont travaillé cet hiver, mais ils ont commencé à développer leur voiture en piste, eux, dès l'an dernier. Et puis ce que je trouve vachement intéressant avec eux, c'est que c'est pas la même approche par rapport aux concurrents. Notamment parce que c'est pas la même pression qu'ils ont sur leurs épaules, les mêmes attentes. Parce que, enfin, Mercedes, c'est la dernière de Lewis, c'est les grands battus de la nouvelle réglementation. Tout le monde les attend chaque course pour savoir est-ce que Mercedes peut regagner une course. Ferrari, t'as un pays entier. T'as tout le monde de la Formule 1 qui attend Ferrari chaque week-end, chaque année pour gagner un titre. Donc eux, la pression, oh, elle est minime, vous comprenez. Et puis Red Bull, c'est les champions en titre. Donc forcément, on les attend au tournant chaque année. Est-ce qu'ils vont se faire battre? Est-ce qu'ils peuvent gagner un nouveau titre? Bon, et puis McLaren qu'on va aborder juste après, eux, ils n'ont pas gagné de titre pilote depuis 2008. Ils sont enfin dans une situation où ils peuvent prétendre, ne serait-ce un petit peu, aller chercher un nouveau titre. Alors eux aussi, la pression, elle est un peu maximale. Ils ont galéré pendant plusieurs saisons, j'en ai parlé dans la dernière vidéo si vous voulez plus d'infos. Donc clairement 2024, c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer. Ouais, c'est vrai, puis aussi parce qu'ils viennent d'arriver dans le haut du tableau, hein. Mais ça peut pas justement être un peu préjudiciable pour eux? Manque d'expérience, ce genre de choses. Si, clairement, et c'est là où ça a pêché l'an dernier justement. Ils sont plantés dans leur développement, mais faut pas oublier, c'est la première saison où beaucoup d'entre eux travaillaient pour la première fois ensemble. Faut leur laisser du temps pour mettre tout bien en place. Là, ils ont également de nouvelles infrastructures, même si encore une fois, il leur manque par exemple la soufflerie qui arrivera que l'an prochain, il me semble. Donc pareil, il faut leur laisser le temps qu'ils puissent mettre des nouveaux processus qui soient les plus efficaces possibles. Ça arrive pas en un claquement de doigts. Mais n'empêche que leur voiture risque d'être performante et l'objectif il est clair, il a annoncé, c'est jouer les podiums, quasiment tous les week-ends si possible. Et quand il y a des opportunités, aller chercher la victoire. Ah oui, et puis il y a aussi Lawrence Stroll, il a simplement dit qu'il s'attendait à mieux que ça de la part d'Aston Martin en parlant de leurs 8 podiums de l'an dernier. Voilà. Ah non, t'as bof envie de le contrarier lui, hein. Non,
bof, hein. Mais bon, pour l'heure, s'il y a une équipe qui est peut-être un peu mieux préparée que toutes les autres, c'est bien McLaren. Eux, ils vont être surveillés de très près pendant les essais de pré-saison. Parce que clairement, en 2024, c'est eux qui ont eu le meilleur développement. Après, en même temps, vu d'où est-ce qu'ils partaient, tant mieux. C'est difficile de faire pire. Après, l'avantage qu'ils avaient en 2023 peut leur permettre d'avoir un coup d'avance par rapport à leurs rivaux. Parce qu'il y a moins de problèmes intrinsèques à résoudre, mais plutôt de la performance à aller chercher sur ce qui marche déjà. Maintenant, Zak Brown se veut un peu précautionneux, un peu à l'image de Toto Wolff, parce que pour lui, 2024, c'est surtout une saison de transition, du moins en interne, parce que de nouvelles infrastructures, parce que nouvelles souffleries, parce que nouvelles personnes qui intègrent l'équipe. Donc le temps, comme Aston Martin, de mettre tout ça bien en place. Il s'attend pas non plus à ce que 2024 soit une saison ultra clean, soft. Donc pas d'excuses si ça marche pas, mais en tout cas il s'attend à peut-être des petits ralentissements, peut-être des petits couacs, le temps que tout se mette bien en place correctement. Par contre Norris et Piastri, c'est notre histoire. Alors eux, clairement, ça veut gagner cette saison. Rien de plus. Enfin rien de moins surtout. Ils se montrent assez confiants dans leur déclaration sur les chances que McLaren a d'aller chercher Red Bull. Parce qu'ils se disent que l'an dernier on était si proche, là avec le développement qu'ils ont fait, si tout se passe bien, ça doit les gagner cette année. C'est tout. Ah ouais, peut-être. Ok, finalement, on va peut-être éviter une saison à 20 victoires pour Red Bull, encore une fois. Peut-être, on va bien le voir dès Bahreïn, parce que de toute façon, avant ça, on peut pas trop savoir. Après, il faut se rappeler que la saison est longue et que le développement aura un très gros impact et que les performances en début d'année seront pas les mêmes à la mi-saison et à la fin de la saison. Ça va bouger. Donc pleurez pas tout de suite si Ferrari gagne pas. Et justement, en parlant de développement, faut pas oublier que Red Bull, étant donné que c'est les champions du monde en titre, c'est ceux qui ont le moins de temps de développement en soufflerie par rapport à tous les autres. Donc ça peut jouer. Voilà. Et dernier point, faut pas oublier que tout ça aussi c'est de la communication. Hein. Évidemment qu'ils vont pas débarquer en conférence de presse et dire « Ah non, la voiture là, bof, hein. Ah ouais non, ça... Non, elle est nulle. Ça se voit. Ça se voit. La Red Bull est plus jolie. La Red Bull a l'air plus rapide. » Je me suis amusé, je suis allé voir à quoi ressemblaient les déclarations de Ferrari en 2020 avant le début de la saison. Bon bah ça parlait de concept extrême. D'une voiture qui allait jouer le titre. Ah ouais, bah extrême, on l'a bien vu ça. Hein. Et bah justement, parlons de Ferrari. Parlons Carlos Sainz. Parce qu'on a fait une vidéo sur Hamilton, une sur Russell, mais pas sur le dernier protagoniste de l'histoire, l'espagnol Carlos Sainz. Parce que son cas, mine de rien, il va être particulièrement intéressant à suivre en 2024, selon moi. Et ma grande théorie de la Formule 1. Bah pourquoi? Bah parce qu'il a pas de baquet en 2025. Bon, c'est tout ce qui va aller chez Audi, c'est pas une surprise. Audi, ça arrive en 2026. Hein. Oui, enfin, chez Steak et F1 Team, fera un an en attendant, c'est pas grave. Ok. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça en vrai? Pourquoi pas Mercedes, Red Bull? Pourquoi tu veux qu'il aille là-bas? Il sera déjà de base, il sera même pas le numéro 1. Il y a déjà Verstappen et Russell. Ensuite, je suis même pas sûr que ce soit le premier choix sur la liste, ce gars-là. Et puis il va se faire démolir. Genre s'il va chez Verstappen, bah oui, chez Verstappen, il va se faire démolir. Ok, bon. Je vais revenir sur ces deux points-là que tu abordes. Parce que mine de rien, je trouve que parfois en tant que spectateur de la Formule 1, on a une vision assez restreinte. Une vision donc restreinte. Voilà. Parle français. Une vision assez restreinte des choses. On aborde difficilement, je trouve, le véritable point de vue des pilotes. Et quand je dis véritable, c'est que ces mecs-là, ils se pensent meilleurs que tout le monde. Un pilote de Formule 1, pour lui, il est le meilleur pilote de la grille. Il prend tout le monde en 1v1. Tu mets la même voiture à n'importe qui, il va battre tout le monde. Tous, ils sont tous pareils. Il y aura peut-être une ou deux exceptions, mais ils sont tous comme ça. Donc à partir de là, en partant de cet état d'esprit-là, que leur coéquipier soit Latifi ou Verstappen, si la voiture qu'on leur propose peut gagner, ils vont prendre cette voiture. Qu'importe le coéquipier, on s'en fout. Ils veulent juste être dans l'équipe qui peut leur donner le plus de chances possible d'arriver à un titre. Donc si on propose à Sainz une voiture de fond de grille qui, avec un nouveau projet, peut-être dans 2, 3, 4 ans, peut-être, on n'en sait rien, gagner le titre, ou une voiture qui va jouer le podium, c'est sûr, et elle est capable de jouer le titre, pour lui, le choix, il est vite fait. Et ça, on l'a bien vu avec Pierre Gasly. Parce que quand il s'est fait sortir de chez Red Bull, après qu'il s'est fait écraser en interne par Verstappen et par le management, il a passé une demi-saison chez Toro Rosso. Une bonne demi-saison chez Toro Rosso. Il monte sur le podium au Brésil. Qu'est-ce qu'il te dit à l'intersaison? L'objectif, c'est de retourner chez Red Bull. Mais il est détraqué. Mais pourquoi? Et ça, les gens l'ont pas compris. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. Pourquoi tu veux retourner de là-bas alors que clairement, ces gens-là ne te veulent pas du bien. Ces gens-là ne te veulent pas du bien, mec. Va ailleurs. Bah parce que pour lui, et comme pour tous les pilotes, le plus important, c'est de prendre un baquet qui peut leur amener au titre. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Chacun aura son opinion. Mon opinion, c'est que c'est pas une mauvaise chose dans le sens où ça leur permet de se dépasser, d'avoir des ambitions qui peuvent paraître démesurées. Hein. Parce que oui, objectivement, certains pilotes sont meilleurs que d'autres. Mais si ces mecs-là pensent pas qu'ils peuvent les battre, ils vont jamais aller chercher le meilleur potentiel d'eux-mêmes. Albon, Gasly, s'ils se disaient pas ça, jamais ça se reconstruit de ce qui s'est passé chez Red Bull. Rosberg, jamais il gagne son titre en 2016. Ouais.
D'accord, pourquoi pas. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais bon, il y a quand même des Ocon avant lui sur les chez Mercedes, et pourquoi pas un Ricciardo chez Red Bull avant lui. Hein. Bah en vrai, maintenant, avec 4 ans d'expérience chez Ferrari à la fin de la saison, c'est un profil qui pourrait intéresser n'importe quelle équipe sur la grille. Il a acquis de l'expérience de l'une des meilleures équipes de la grille, il a gagné, il a fait des podiums, il a battu son coéquipier à une reprise, peut-être plusieurs reprises s'il le bat cette saison. C'est un CV que pas tout le monde a. Et puis justement, c'est pour ça que 2024 faut suivre Carlos Sainz, parce que il peut potentiellement signer n'importe où. Donc il va se donner un niveau que je pense qu'on n'a encore pas vu. Est-ce qu'il sera team player? Est-ce qu'il sera plutôt individuel à l'image d'un Valtteri Bottas en 2021 qui, quand il a su qu'il allait pas rester, bon bah, allez les team orders, on s'en fout. Team orders. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on va pouvoir en plus observer au fur et à mesure de la saison. Parce que peut-être qu'en début d'année, il sera plutôt team player. Sauf qu'à un moment donné, Ferrari, bah, ils vont se tourner vers 2025 et ils vont de moins en moins partager leurs informations à Carlos Sainz. Évidemment, vu qu'il sera pas là, il va aller chez la concurrence. Faut pas non plus lui donner trop de data. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il deviendra isolé parce qu'il fera moins de réunions, parce qu'il sera moins impliqué par l'équipe en interne. Mais peut-être qu'il y aura ce sentiment de bon bah, ça y est, le moment a tourné, il joue pour eux, bah je vais jouer pour moi. Ça c'est intéressant à voir. Comment il va le gérer? Ça peut potentiellement poser des problèmes. Affaire à suivre. Bon, et puis en parlant de changement de baquet, il y en a un, on va en parler. Parce qu'on va en parler pendant toute la saison. Vous allez le voir à toutes les news, toutes les semaines. Le deuxième baquet chez Red Bull. Bah oui, on en parle depuis 2020 de ce baquet. Comme quoi, on n'a toujours pas trouvé un bon preneur. Oh, encore. Ah bah oui, hein, depuis tous les ans, c'est la tradition, n'a pas changé maintenant. Combien ont vu Sergio Pérez se faire sauter avant la fin de la saison? Levez la main, ne soyez pas honteux. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous avez pensé que Pérez allait finir la saison 2023? On en a encore parlé dans le podcast il y a 2 semaines. On en a parlé dans une vidéo entière consacrée à lui, pourquoi il est toujours chez Red Bull. Je pense que c'est toujours pertinent. On l'a abordé après le Grand Prix du Mexique l'an dernier. Bref, être Pérez, c'est pas très bon en ce moment. J'ai l'impression. Et le scénario de cette saison, ça reste le même. S'il est performant, bah, il risque de rester. S'il l'est pas, bon bah là il sera sauté. Mais cette année encore plus parce qu'il n'y a pas de contrat pour 2025. Là c'est sa dernière année. Et le truc qui à mon sens rend toute cette histoire assez intéressante, bah, c'est que Red Bull devra dégainer un contrat très vite. Que ce soit à Pérez ou à d'autres. Ah ouais? Et pourquoi? Bah parce que les contrats ils se discutent pas à la fin de la saison. Hein, ils attendent pas à Abu Dhabi tranquillement que tout le monde soit content pour dire eh tiens au fait tu veux rouler chez nous. Non, ça se passe pendant la saison et potentiellement le plus probable pendant l'été. Le truc c'est qu'en 2024 la plupart des pilotes n'ont plus de contrat à la fin de l'année et t'as déjà des bons pilotes qui sont déjà plus disponibles. Donc si tu veux avoir un pilote très performant dans ta voiture, bah faut mieux pas trop attendre. Donc le dilemme sera là, est-ce que tu vas laisser toute la saison à Pérez pour montrer qu'il peut rester? Est-ce que tu vas décider de donner un contrat un peu plus rapidement à Pérez si jamais il performe mais au risque de le voir bah sous-performer comme 2022, il a eu son prolongation de contrat après Monaco, après qu'il ait gagné à Monaco, mais on a vu juste après, bah, il est un peu en performance. À quel moment tu te décides de changer de pilote? Si bien tu dois changer de pilote. Parce que clairement, aujourd'hui, sur le marché, t'as qui? Bon, on va en parler, justement, les candidats. T'as qui? T'as Pérez, lui-même déjà, s'il est bon, hein, faut pas l'oublier, il peut toujours prolonger. T'as Ricciardo, t'as Yuki Tsunoda. Mais dans quel monde Tsunoda? Bah dans un monde où Tsunoda bat Ricciardo chez VCarb, je sais pas comment tu fais monter Ricciardo à la place de Tsunoda, à part si tu prouves et que tu communiques très bien pour dire que Tsunoda est ancré dans le projet long terme de Red Bull, Vijay-Chap, Racing Bull. Comment on les appelle? Bref, si tu veux regarder de ce côté-là, bah tu prendras soit Tsunoda, soit Ricciardo. T'as aussi pourquoi pas un Nico Hülkenberg, c'est un profil qui ressemble beaucoup à Pérez en fin 2020. Et puis pour exactement les mêmes raisons que Carlos Sainz, Alexander Albon ou Pierre Gasly. J'ai l'impression que tu dis n'importe qui te passe par la tête là, je me trompe. Bah Red Bull ça peut être imprévisible et finalement oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la grille qui peut prétendre à ce baquet. Ah par contre t'as pas dit Lawson. Oui ils vont peut-être pas lui, parce qu'il a que 5 courses en Formule 1 et ça me semble quand même vachement short pour le foot dans l'environnement Red Bull. Même si bon, il était vraiment bon avec l'AlphaTauri. Même combat pour Adjar et Marty, très jeune en Formule 2. Ils n'auront pas une voiture ultra compétitive non plus, donc à voir comment ils pourront s'en sortir. Si les performances leur permettront de pourquoi pas passer chez VCarb, je vais les appeler VCarb je pense, chez VCarb si Tsunoda ou Ricciardo venaient à monter chez Red Bull. Et pour terminer, en vrac, pas mal d'autres histoires qui me paraissent très intéressantes à suivre. On va commencer par George Russell. J'ai un sujet entier sur lui, n'hésitez pas à les voir, mais ça me paraît très intéressant de voir ce que ça va donner en 2024. Parce que mine de rien, vu que Mercedes doit toujours choisir un pilote, bah les performances de Russell vont indiquer quand même à Mercedes vers qui ils doivent se diriger pour un deuxième pilote. Un deuxième numéro 1, un numéro 2, 100% numéro 2, tout dépendra de ce que Russell va faire. VCarb, Vijay-Chap Racing Bull. Vous savez que le RB de Vijay-Chap,
c'est pas Racing Bull, c'est Red Bull. Donc on a clairement 2 Red Bull sur la grille. Bref, tout ça pour dire que ça va donner quoi leur projet? Là aussi j'ai une vidéo entière qui en parle avant toute l'officialisation. Mais pareil, c'est un gros projet. Ils ont déclaré qu'à moyen terme, ils veulent se battre avec Red Bull. Est-ce qu'on se rend compte de la décla? Donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner cette saison. Très intéressant avec une line-up qui n'est peut-être pas la plus forte, mais qui reste assez solide pour le midfield. Le marché des transferts, évidemment, le marché des transferts. On l'a dit, il y a beaucoup de pilotes qui sont en fin de contrat. Qui va aller chez qui va quitter la grille, qui va rejoindre la grille? Ça va suivre tout au long de la saison. Alors on a aussi l'affaire Horner. Bon, ça va être assez rapide. Je pense pas que ça sera quelque chose qui va durer toute la saison. N'empêche qu'en fonction du résultat de l'enquête, c'est un peu impacté plutôt court terme ou plutôt long terme chez Red Bull. Ça, à voir aussi pendant la saison. Et enfin, dernier point, la Formule 2. Je sais que pas tout le monde suit la Formule 2, mais cette saison, je vous encourage vivement à au moins regarder les résultats parce qu'on a quand même Kimi Antonelli qui est passé directement de la Formule régionale à la Formule 2. Il a sauté la FIF 3, accompagné d'Oliver Berman, qui peut potentiellement prétendre au baquet As, pourquoi pas pour 2025. On a les pilotes Red Bull, Adjar et Marty, comme je vous l'ai dit juste avant. S'ils sont si bons que ça, peut-être qu'ils peuvent chercher des résultats avec une voiture qui est moins performante. Évidemment, Victor Martins, qui va jouer le titre cette saison pour sa 2e année, à suivre parce que lui aussi, il a potentiellement un baquet à aller chercher chez Alpine au cas où un des 2 pilotes Alpine devenait à bouger. Et son coéquipier O'Sullivan qui lui peut prétendre au baquet Williams dans le cas où Sergent ne fait pas une bonne saison et dans le cas où lui fait une bonne saison. Bref, la Formule 2, ça va être intéressant. Donc 2024, il y aura plein d'histoires à suivre. Dites-moi en commentaire quelle est celle que vous préférez, celle qui vous intrigue le plus. Et si j'en ai oublié, c'est des choses qui vous excitent encore plus en 2024 que j'aurais pas relevé. Nous, on se retrouve très rapidement avant le début de saison 2024. Abonnez-vous si vous voulez suivre cette saison à mes côtés. Moi, dans tout le cas, je vous dis à la prochaine. Merci à tous, c'était Georges. Salut!